Napoléon III de l'Élysée à la fête impériale. L'empereur me dit, il faut décrisper les Français. Il faut que Paris soit une fête. Quand on danse, on ne dresse pas de barricade. Quand on chante, on ne harangue pas. La cour, c'est un autre opéra, une mise en scène, ou bien un grand magasin. La vitrine doit être éblouissante afin que le bon peuple reste fasciné, le nez contre la glace, et que les classes dominantes aient envie d'entrer et de participer à l'euphorie. Comme l'opéra, la cour a besoin d'une structure administrative. Sous Napoléon III, c'est la maison de l'empereur, maison qui régit toute une économie, laquelle ne lésine pas sur la dépense. Le ministère du faste rapporte gros en matière d'image. Mais sait-on que la fête impériale, comme on dit, fit ses premiers pas de danse à l'Élysée? C'est là que, premier président de la République élu au suffrage universel, Louis-Napoléon Bonaparte s'était installé. Il réveilla alors le palais endormi. Pendant la Révolution, l'Élysée avait été un établissement de bals et de jeux, mais à l'usage du peuple, dès décembre 1848, il l'était redevenu, cette fois à l'usage du prince Xavier Mauduit. Bonjour. Et bonjour Jean Lebrun. Le 3 mars, en Sorbonne, vous êtes devenu docteur en histoire. Ah, c'était un grand moment, hein, authentiquement. Ben oui, j'ai fait ça, j'ai fait une thèse d'histoire. Sur le ministère du faste, ainsi présentez-vous la maison du président et la maison de l'empereur. Alors, c'est une épreuve, c'est la soutenance. Un sacre, un progrès. Alors, une épreuve, ouais, authentiquement une épreuve. Un sacre, à la fin, oui, ça l'est un peu, il faut le dire. Et un progrès, moi j'aimerais bien que ce soit un progrès. De toute façon, quand on fait de l'histoire, on essaie de faire avancer les choses plus ou moins modestement. Alors là, sur la maison de l'empereur, oui, j'espère avoir, au moins apporter un outil pour les historiens en travaillant sur tout ce personnel. Il y a des milliers de personnes. Et puis sur cette institution qui est quand même hallucinante. Ce qui suppose lecture de sources administratives passablement austères, oui. Lecture de mémoire de l'époque passablement frivole, et aussi de pamphlets et de chansons du temps. On va entendre beaucoup de chansons dans cette émission. Ainsi, celle-ci qui présente la candidature de notre héros d'aujourd'hui, Louis-Napoléon Bonaparte, à la présidence de la République, fin 1848. Il était revenu en hâte de son exil de Londres. C'était un personnage inconnu, mais son nom était extrêmement connu. Il est élu, il rafle 74% des suffrages le 10 décembre. C'est un score qu'on n'est pas prêt de revoir. Et aussitôt après, il s'installe à l'Élysée. Oui, il faut imaginer tout de suite ce personnage qui s'installe à l'Élysée. Est-ce que Louis-Napoléon Bonaparte, il a quand même une vie d'aventure. Il ne faut pas oublier que quand Craque sous les verrous, on l'a entendu dans la chanson de Robert Marcy. Il a fait 6 ans de prison quand même, 2 tentatives de coup d'État. Dans sa famille, bon, bien sûr, il est reconnu comme prétendant légitime, mais il n'est pas tellement soutenu par ses oncles, les frères de Napoléon Ier. Donc il arrive à... Par contre, oui, il est soutenu par le peuple. Et il est élu. Et il est élu, mais de très loin. Lamartine est écrasé, le grand poète, parce qu'il n'était pas connu, lui. Mais Napoléon, oui, ça sonnait. Donc il est élu, il faut bien installer le président, il va à l'Élysée. On ne va pas le mettre aux Tuileries, l'Assemblée ne le souhaite pas. Et il trouve un Élysée en assez piètre état qui servait à quoi? Alors l'Élysée, sous la monarchie de Juillet, c'était une résidence pour les chefs d'État étrangers qui venaient. C'était pas vraiment une résidence royale. Elle était royale par son nom, mais elle n'était pas utilisée par le roi. Donc il arrive, et après la République instaurée, on peut imaginer que les grands fastes royaux vont être un peu mis à l'écart, ce qui est d'ailleurs le cas. Bon, jusqu'en juin 1848, où là, la République, on l'a bien compris, elle sera plus sociale, les émeutiers sont écrasés par la bourgeoisie. Donc on a une République, bon ça y est, qui redevient un petit peu sérieux, c'est le parti de l'ordre qui reprend un petit peu la main. Et Louis-Napoléon Bonaparte arrive dans cet Élysée qui n'est pas dans un superbe état. Alors il est habitué toujours quand même à assez grands trains, sauf dans la prison de Ham, dont il était sorti après le coup d'État, sous les habits d'un maçon qu'il avait emprunté. Le maçon s'appelait Badinguet, d'où le surnom de Louis-Napoléon Bonaparte. Et il institue un cérémonial qui est censé rallier les élites oui, il fait ça tout à de l'ordre, suite. à la République de l'ordre. Bah oui, parce que vous voyez, quand on dit qu'il n'est pas hyper légitime, parce qu'il a fait beaucoup de prisons, il n'a pas de victoire, par exemple, son oncle, il a des super victoires quand il arrive, lui, il n'a pas tout ça, donc il faut qu'il trouve un moyen pour être légitime. Alors, il utilise un procédé qui est assez classique, en fait, c'est se différencier du régime qui précède, en l'occurrence, la monarchie de Juillet. La monarchie de Juillet, Louis-Philippe avait fait le choix d'un régime bourgeois, assez simple. Bah, lui, il va le faire l'inverse. Alors, par stratégie sans doute, mais aussi parce qu'il c'est quand même un prince. Imaginez que vous soyez un prince, mais un prince de vraie extraction et que vous habitiez là où habitaient les princes, à Paris. C'est
Normalement, c'est aux Tuileries qu'ils auraient dû être. Oui, mais les princes qui ne sont pas royaux, ils et habitent au Faubourg Saint-Germain. Oui, Ouais. alors que lui, il est à l'Élysée. Vous iriez aux réceptions auxquelles Alors, vous inviterez Louis-Napoléon? Ouais, la question s'est beaucoup posée à l'époque. Voilà. On est de l'ancienne aristocratie, légitimiste, et d'un seul coup, on reçoit des invitations pour les fêtes. Alors on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais ça fait longtemps, quand on est légitimiste, qu'on n'a pas été à des fêtes officielles. Parce que sous la monarchie de Juillet, on n'y allait pas. Louis-Philippe, c'est le traître. On va pas aller chez lui. Donc là, il y a des fêtes officielles. On va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller un peu pour faire la nique, en fait, aux orléanistes. Et puis aussi parce que c'est nécessaire pour vivre quand on est un aristocrate. Il y a des procédures, des codes sociaux. Il faut pouvoir les déployer quelque part. À l'Élysée, c'est très bien. Le bal fait partie du devoir d'État. Alors pour ceci, ils mettent en place une première maison du président, qui est une petite structure. Vous en avez fait la liste, c'est une vingtaine de fidèles ou de cerbères. Voilà, c'est ça. Ils sont pas nombreux. Surtout que l'Élysée dépend, en plus de pour sa partie vraiment administrative, du ministère des Travaux publics. Alors bon, voilà, il y a des employés, mais bon. Et puis pour la fixation des frais de représentation, Louis-Napoléon Bonaparte est assez dépensier. L'Élysée dépend de l'Assemblée. Et alors l'Assemblée, le pouvoir législatif, qui fait face au pouvoir personnel qui avance à peine masqué, freine des quatre fers les dépenses. Mais à l'Élysée, toute l'année 1851, on prépare le coup d'État de la nuit du 1er au 2 décembre. Au soir du 1er décembre 1851, Louis-Napoléon se retire dans le salon d'argent avec ses conspirateurs. C'est l'opération Rubicon, le coup d'État du 2 décembre. Les invités, qui ne se doutent de rien, virevoltent sous les lustres et les cristaux. L'Assemblée est dissoute! L'Assemblée est dissoute! Les députés sont emprisonnés! C'est fini la République! Au nom du peuple français, le président de la République décrète, article 1, l'Assemblée nationale est dissoute. Article 2, le suffrage universel est rétabli. Et j'imagine que dans la perspective du rétablissement prochain de l'Empire, la maison du président enfle. Et c'est exactement ça, Jean. C'est-à-dire que cette petite maison du président, une fois le coup d'État passé, on est dans ce qu'on appelle la République décennale. Et la République décennale, c'est en fait le temps pour mettre en place l'Empire. Durant ce temps, on peut reprendre. Alors là, tous les codes, ils sont assez simples parce qu'on va regarder ce qu'avait fait Napoléon Ier. On reprend un petit peu toutes ses fonctions et on voit réapparaître les écuyers, quelques chambellans. Tout ça se met tout doucement en place. Il y a un peu plus de monde. Et puis, il y a quand même un côté extrêmement pratique parce que quand il arrive au pouvoir, donc en 48, il connaît personne. Et il était en exil, ce pauvre Louis-Napoléon Bonaparte. Et il a besoin de rallier tout doucement les gens. Mais pour rallier les gens, il faut les connaître, il faut connaître des noms. Il va faire venir autour de lui des personnages qui, eux, étaient déjà en place sous la monarchie de Juillet, de façon à servir d'intermédiaire avec la bonne société. Et l'Assemblée, qui est réduite à Guyane, ne peut plus lui discuter ses frais de représentation parce que dorénavant, il y a une liste civile. La liste civile, mais oui, c'est la somme qui est donnée au souverain. Dans les premiers temps de sa présidence, il a un traitement, comme notre président aujourd'hui, et il va très vite récupérer une liste civile. Alors bon, elle est au même niveau que ce qui avait été donné dès la Révolution française à Louis XVI, puis à Napoléon Ier, puis à Louis XVIII, puis à Charles X. C'est-à-dire que la somme n'enfle pas, mais elle est extrêmement conséquente, et là, il peut commencer à mener grand train de vie. Au bout d'un an, l'Empire est proclamé après plébiscite. Bibicite, comme on disait à l'époque, et logiquement, le nouveau souverain va se tourner vers un lieu de pouvoir plus vaste, plus commode que l'Élysée et de plus ancienne extraction. Le prince-président, qui demeurait alors à l'Élysée, un jour, alla visiter les Tuileries. En simple particulier, il était venu en redingote noire et en pantalon gris. Et il avait erré sous les lambris où flottaient tant de souvenirs historiques. C'était une désolation tragique. De pièce en pièce, de salle en salle, il avait fureté, inspecté, il avait tiré des plans, tourné anonyme, qui faisait présager de grandes transformations. Et aussitôt, une armée d'ouvriers, menuisiers, serruriers, peintres s'était répandue dans l'immeuble. Et Morny, un jour, rencontra le prince-président et lui dit « Pas possible, on monte une pièce ici. Et je parie que c'est vous qui en êtes l'auteur. » Juste après l'illustrissime avocat académicien Maître Garçon, voici pour parler de la fête impériale qui commence à partir de cette date
Xavier Mauduit, illustrissime aussi, grand écuyer de Danton et qui vient d'être fait grand docteur au palais de la Sorbonne pour une thèse sur le ministère du faste. Alors, on est passé maintenant de la maison du prince-président à la maison de l'empereur. Juste un mot du rôle que va quand même garder, après l'installation aux Tuileries, notre cher Élysée. Alors l'Élysée devient juste un palais pour recevoir les autres étrangers. Voilà. Oui. C'est déjà pas mal. C'est La déjà reine pas mal. Victoria y viendra, par exemple. Oui, puis c'est la plus belle demeure de Paris, on dit. Donc, À propos de belles femmes, parlons de la féminisation des fastes. Autour du prince-président, au départ, il y avait une société d'hommes. Hein, Oui, que des hommes et beaucoup de militaires d'ailleurs. et un peu canaille. Hein. Oui, ils sont jeunes. Hein. Oui. Ils sont jeunes, ils ont la quarantaine et beaucoup sont célibataires. Alors bon, on recherche. Vient quand même l'heure du mariage pour le nouvel empereur avec une Espagnole, Eugénie de Montijo, qui va s'installer à la cour, installer autour d'elle une maison de l'impératrice, une maison du prince impérial, qu'elle va évidemment peupler de fidèles, comme cette dame. Mais mes enfants, moi qui vous parle, j'ai vu Victor Hugo, la reine Victoria. J'ai connu Meyerbeer. En 1865, j'ai joué aux Tuileries avec le prince impérial. Ah, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'était qu'une fête aux Tuileries à cette époque-là. Veuillez m'excuser, mesdames. C'est un appui qu'on vient d'apporter de la chancellerie impériale. Une invitation pour le premier grand bal impérial au palais des Tuileries demain soir. N'est-ce pas merveilleux? L'empereur y assistera. Pour moi, ce bal, c'est beaucoup de choses. Madame de Montijo, comtesse de Guzman, mademoiselle de Montijo, comtesse de Pilar et de Teba. Badaguette, la nouvelle impératrice à partir de 1853. Mais vous nous expliquez que le ministère du faste, Xavier Mauduit, a pour fonction de fasciner le peuple comme le serpent fascine l'enfant. Oui, fasciner le Mais peuple. là, c'est hostile. Alors, c'est hostile parce qu'il y a toujours une partie du peuple qui n'est pas réceptif, mais c'est complètement normal. En plus, là, on est vraiment dans les tout premiers temps de l'Empire, parce que l'Empire est proclamé en décembre 52 et le mariage a lieu en janvier 53, juste après quelques mois. C'est vrai que un empereur célibataire, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. D'ailleurs, il se marie et très vite, toute la famille espagnole est un peu chassée. Peut-être la duchesse d'Albe, la sœur de l'impératrice reste. Mais la mère, non, elle est vite renvoyée à Madrid. Vous nous avez dit que vous auriez aimé être prince. Est-ce que vous auriez aimé être au service de l'empereur? Je cherche les motifs de fascination qui expliquent la rédaction de cette importante thèse. Alors, être au service de l'empereur. Oui, c'est pas une fascination, Jean, vous savez ça par cœur, le danger pour l'historien d'être fasciné par son objet d'étude. Mais effectivement, il est fascinant. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans ma démarche de recherche, j'ai mis en place une procédure pour échapper au danger de fascination, la prosopographie. La prosopographie, en fait, c'est une démarche historique qui est assez simple. C'est de dire que si on fait la biographie d'une seule personne, on connaît sa vie, sa naissance, ses origines. Mais on sait que pour lui. Alors que si on prend l'ensemble, en l'occurrence pour moi, les officiers de la couronne dans la maison de Napoléon III, on prend l'ensemble de ces officiers, puis on fait toute leur biographie et on les confronte et on fait des statistiques et on regarde leurs origines géographiques, les origines sociales, plutôt nobles, plutôt roturiers, d'où ils viennent, leur carrière. Et là, on arrive à dresser un portrait de la maison de Napoléon III. Avec sa grande aumônerie, son grand maréchal du palais, son grand écuyer, son grand veneur, je vous ai bien lu, son grand maître des cérémonies, et tutti quanti, jusqu'aux domestiques, la prosopographie les concerne aussi? Oui, moi j'étais jusqu'au bout pour voir un peu tout ce monde-là. La maison, c'est un ensemble gigantesque. Il y a, on va dire par an, entre 1500 et 1600 personnes au service de Napoléon III. Rappelons qu'on était à 20 ou 30... On était à 20 ou 30. 1850. Voilà. Après, il y a quelques domestiques qui étaient au service, mais qui étaient en marge. Mais si on regarde bien comment ça fonctionne, cette maison, c'est gigantesque. C'est même un ministère sous le Second Empire. C'est un ministère avec un ministre, Achille Fould, qui gérait toute cette chose-là. Mais au sommet de cette maison, cette armée de domestiques, il y a ce qu'on appelle les services d'honneur, où là on trouve alors ceux qui ont un nom un peu clinquant, ce sont les écuyers, les chambellans, les veneurs. Alors là on est vraiment sur des chiffres beaucoup plus réduits, ils sont une petite centaine par an au service de Napoléon III, au service du faste. Produire du faste. Alors vous faites de l'arithmétique, si on faisait de la géométrie politique, la maison de l'empereur comme la cour ont pour fonction de donner une surface sociale au régime. Est-ce que la maison de l'empereur a permis, par les contacts sur cette surface qu'elle multiplie, de l'élargir, cette base sociale? Oui, moi j'ai envie de dire oui, nettement, parce que le but de Napoléon III, c'est de rallier
l'ensemble de la société, de faire une synthèse de la société. D'ailleurs, sa maison elle-même est construite comme un miroir idéal de la société, dans lequel on va trouver des femmes, les dames de l'impératrice, des militaires, il y a tous les aides de camp, l'aumônerie. Il y a les aumôniers. C'est un miroir idéal avec des relations sociales extrêmement huilées, parce qu'il y a le cérémonial, l'étiquette. Donc ça fonctionne parfaitement. Et à partir de cet outil qu'est la maison de l'empereur, le but, c'est comme vous le disiez, Jean, c'est de rallier un maximum de personnes. Qu'il s'agisse des élites scientifiques, par exemple, mais de l'ancienne aristocratie et des orléanistes, et pourquoi pas quelques républicains, si on pouvait les rallier. Parce qu'il y a des savants comme vous, hein. Il y a Arago, il y a Mérimée. Ouais. Alors, vous êtes fasciné par le mot faste et par le faste, le chic, tel qu'il régnait à la cour. Alors, imaginez-vous le bouillonnement des balles, et au souper, je cite les mémoires du temps, hein, les rubis et les topazes des vins, coulant avec la mousse de champagne. C'est beau, hein? Oui. C'est beau. Enfin, Si, ça fait envie. Non, l'idée, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est un fait, c'est dès qu'on parle du Second Empire, aujourd'hui encore, on dit la fête impériale. Le nombre d'ouvrages, d'articles où Napoléon III et la fête impériale. Et alors, même le titre mal choisi de cette émission. Mais non, parce que c'est vrai. Comment Napoléon III a réussi à créer cette fête gigantesque? Je disais 1500 personnes par an, tout compris avec les domestiques. Napoléon Ier en avait 2000, les rois de la Restauration en avaient beaucoup plus. Eh bien, ils n'ont pas réussi à faire ça. Donc c'était une vraie volonté avec ses employés de créer du faste. Dans la prosopographie, alors il y a des noms peu connus, puis d'autres qui le sont beaucoup plus. Persigny, que vous citez souvent, et Morny. Son Excellence, Monsieur le Duc de Morny. Monsieur Halévy. Monsieur le Duc. Monsieur Offenbach. Monsieur le Duc. Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Hier au soir, donc, l'empereur me dit il faut décrisper les Français. Vous comprenez ce que l'empereur veut dire? Non, monsieur le Duc, non. Ah, voilà, messieurs. Il faut que Paris soit une fête. Quand on danse, on ne dresse pas de barricade. Quand on chante, on ne harangue pas. Et quand on s'amuse, on ne se fait pas prendre au sérieux. Il ne vous a pas échappé, monsieur le Duc, qu'il est plus aisé de faire pleurer que de faire rire. Oh, je sais, monsieur Halévy, le rire est en ce moment hors de prix. Et le goût que votre Excellence porte à l'art dramatique, où elle s'est déjà montrée fort à l'aise, merci, lui permet de savoir qu'on ne trouve plus d'auteurs comiques, je sais. Eh bien, j'en connais au moins un, moi, d'auteur comique. Ah oui? Moi, voilà. C'est une pièce en un acte que j'ai intitulée « Monsieur Choufleury restera chez lui ». Hein? Comment trouvez-vous le titre? Ah, très amusant. Très drôle. Si vous voulez entendre du Offenbach en situation, vous pouvez revoir le film de Michel Boiron, qui a été tourné en 77 à l'époque de Giscard, La décrispation. Ou alors à Vichy. Oui. Allez à Vichy, en Auvergne, le week-end du 27 avril. Nous déjà allé à Vichy, Xavier Mauduit. Il faudrait qu'on vous y invite. Ouais, oui, mais moi j'y Le vais. plus bel opéra de France peut-être. Et on va y jouer le week-end donc du 27 et du 28 avril. Du Offenbach et toutes sortes de réjouissances auront lieu dans la ville. Monsieur Choufleury, il appartient à quel milieu social? Jusqu'où est-il séduit? Parce que Offenbach, à la fois, il est ami de Morny et en même temps, il montre les ridicules des couches sociales nouvelles. Oui, il s'en moque beaucoup parce que Morny, qui est quand même le frère de lait de l'empereur, ils ont la même mère, qui est quand même un personnage éminent de l'Empire, invente un personnage Choufleury, qu'il place le régime précédent. C'est toujours plus facile pour se moquer du moment où on est, de placer les gens un peu plus loin. Il se moque de ces fêtes et de la fascination qu'exercent ces fêtes. Parce que, on l'a évoqué plusieurs fois, mais la maison de l'empereur par le faste, elle a ces deux aspects essentiels. Elle fascine le peuple, mais c'est évident, un type à cheval entouré de personnages avec des uniformes sublimes, il fascine. Et puis, la maison de l'empereur a pour but d'attirer les élites le plus largement possible. La fête, elle a servi à ça. Les séries de Compiègne, ces séries d'invités qu'on emmenait au palais de Compiègne, elles servaient à ça. Votre thèse parle aussi de tous les autres lieux, le palais de Compiègne et l'Élysée, on n'en parle plus. Je vous rappelle que le titre de l'émission
C'était l'Élysée et la fête impériale. C'est peut-être une garçonnière d'ailleurs sous l'occupation. C'est un bon Napoléon lapsus, III. hein. Non, sous Non, mais Napoléon. j'en étais à Vichy. C'est pour ça. C'est pour ça, oui. Sous Napoléon III, l'Élysée, c'est pas très loin des Tuileries, donc c'est pratique. Et puis, bon, on va dire qu'officiellement, l'Élysée, sous le Second Empire, sert à accueillir les souverains étrangers. Oui, d'accord. Mais en voici une de souveraine. Elle règne sur un empire inconnu, sans doute en Asie. Elle a les traits de la reine Victoria. Enfin, je veux dire qu'elle ressemble de très près à Pauline Carton. Ouais. C'est vous qui certifiez l'authenticité, Xavier Mauduit, docteur en histoire, de l'archive que voici. Alors, chère Pauline, Ah, sire, voyons. vous êtes revenu me voir. Je suis venu vous faire mes adieux. Mais c'était pas possible. Pauline. Vous tapez. Je- Vous n'avez. Pauline! Adieu. En fait, Xavier Mauduit, vous intéressez à Napoléon III parce que vous avez le goût de la radio et que vous avez écouté la radio après l'occupation. Pierre Dac, signé Furax, qui met en scène Napoléon III et Pauline Carton. Vous savez, on a retrouvé très récemment un enregistrement de la voix de Bismarck, un enregistrement authentique. Alors pourquoi pas Napoléon III? Ce serait très beau si on avait des choses comme ça. C'est un bon extrait. Parce que... Mais la chronologie déraille complètement, là. Il n'a pas abdiqué. Comment ça s'est terminé? Le déclin. Viel-Castel, qui a publié des mémoires extraordinaires sur cette époque, dit « Ce qui était jeune autour de l'empereur se fait vieux ». Oui, mais c'est exactement ça. Sachant que au début du règne, allez, 1852, on n'a que de jeunes hommes, des hommes à cheval, des femmes sublimes. Mais le personnel ne bouge pas, les officiers restent les mêmes, et les années passent, et les années passent, et l'empereur est malade en plus, il a le calcul, il peut plus monter à cheval. Et tous ces gens-là vieillissent, et la fête impériale qui a tellement fasciné, tout doucement, elle paraît un peu usée, et puis on se lasse des choses, on se lasse. Le faste fascine moins avec le temps. Exactement. Et vous dites d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est pas que le Second Empire soit tombé, c'est qu'il ait duré si longtemps. Et oui, mais il y a quelque chose comme ça, de tous les régimes, le Second Empire au 19e siècle est celui qui est le plus solide. Il s'écroule d'un coup. Alors c'est une autre, la dernière recommandation de Xavier Mauduit, après Pierre Dac, Sacha Guitry. Notre pays vient de traverser la période la plus douloureuse, la plus tragique de son histoire. D'abord, ce fut la guerre, puis ce fut la Commune, plus affreuse peut-être encore que la guerre. Ayant fait prononcer la déchéance de l'empereur Napoléon III et de sa dynastie, j'ai dû conclure la paix. L'Assemblée nationale, en déclarant que j'avais bien mérité de la patrie, me donne la plus grande récompense de ma vie. À dater d'aujourd'hui, la République est proclamée. Et les gouvernements, dès lors, commencèrent à se succéder à une cadence vertigineuse. On en compte 103 pour la Troisième République seule. Il ne restait pas longtemps au pouvoir. Ah, et pourtant, je vous jure bien qu'il faisait tout pour ça, déjà à cette époque. Il n'est pas resté très longtemps, d'ailleurs, le chef du pouvoir exécutif qu'on entendait, devenu le premier président de la République, Thiers. Et il s'est installé, il venait y travailler au moins, à l'Élysée. Et ensuite, MacMahon. Alors MacMahon, l'Élysée retrouve un style impérial. Oui, parce que MacMahon, c'est quelqu'un, déjà il est duc, c'est le duc de Magenta, il est baigné dans ce monde-là. Et puis, faut être
assez clairs là-dessus. Les républicains, quand ils arrivent en 1870, qu'est-ce qu'ils ont comme modèle? Ils ont le Second Empire, qui vient d'être renversé, et la République de 1848. Mais la République de 48, elle était sobre, austère, et ça n'avait pas marché. Le Second Empire, par le faste qu'il a appliqué, a réussi à fasciner, à rallier les élites. Les présidents vont reprendre cet apparat. Enfin, les successeurs immédiats de MacMahon sont moins fastueux. Jules, le ladre, Grévy. Hein, on mangeait chez lui, on volait le pain du boulanger d'en face parce qu'on avait encore faim. Mais Félix Faure rallume les feux. Enfin, je veux dire les feux du luxe, pas les feux de l'amour. Oui, ça aurait été fatal aux pauvres. Mais le faste des présidents, il n'est pas sur eux, pas sur leurs vêtements. Le président, il est en redingote. Enfin, Félix Faure voulait faire un uniforme pour le président de la République. Oui, mais enfin, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. En revanche, l'entourage, il reste complètement fastueux. C'est très intéressant, c'est quand on regarde les gravures, je sais pas, d'illustration du monde illustré, sous le Second Empire, et puis on continue sous la République et on se rend compte que l'apparat du pouvoir est à peu près identique. Oui, il y a beaucoup moins de monde à l'Élysée républicain. On est revenu aux chiffres de l'Élysée de Louis-Napoléon Bonaparte, premier président. Voilà, il y a beaucoup moins de monde, mais l'apparat global du faste fonctionne plus ou moins. Par exemple, le président de la République qui fait des voyages, comme le faisait Louis-Napoléon Bonaparte président, puis Napoléon III empereur. Les réceptions, les chasses des présidents, elles sont copiées sur les chasses impériales. Le système fonctionnait très très bien. Différence essentielle, dites-vous, elle concerne la mise en scène de la vie privée. Oui, ça en est terminé. Napoléon III avait des journalistes qui le suivaient. J'ai trouvé ça, c'était assez rigolo. Louis Moulin, c'était un monsieur qui faisait des petits croquis. Comme ça, il suivait Napoléon III, puis il envoyait ses croquis à l'illustration qui en faisait de très belles gravures, mais des moments intimes, puis aussi lors des cérémonies. Tandis que pour le président de la République, la vie privée n'est pas conçue pour être mise en scène. Exactement, c'est caché, ou alors de manière extrêmement anecdotique. Sauf quand on meurt, non pas en uniforme au salon voilà. d'argent, mais en quand pyjama. En pyjama, voilà, quand on ne peut pas être César, on est pompé. Merci à vous, Xavier Mauduit. Votre ministère du Faste va trouver un éditeur. Et puis, vous allez être invité à Vichy le 27 et le 28 avril pour les festivités Napoléon III. Merci beaucoup à vous, Jean. Bonjour à tous et bienvenue à la Sorbonne. Donc, on va essayer d'apprendre quelque chose quand même. Qu'est-ce qui se passe, monsieur, s'il vous plaît? Pareil qu'il y a des gens qui sont partis délibérer là-bas, dans la petite salle là-bas. Et ils délibèrent sur quoi? Délibèrent sur, c'est ce qu'ils m'ont dit, le ministère du Faste, la maison de l'empereur Napoléon III. Moi, je ne connais rien à l'histoire, c'est quoi? La maison, c'est l'entourage officiel du souverain, c'est-à-dire les gens qui sont payés pour organiser la vie du souverain. Il y a la cour c'est l'entourage nébuleux, ce sont tous les gens qui gravitent autour du souverain, et puis il y a la maison. Aujourd'hui, ça correspondrait à quoi si on devait transposer ça aujourd'hui? Ça correspond à la maison du président de la République qui existe toujours. Il faut travailler le sujet. Il y a un aide de camp, il y a un médecin du président, il y a un secrétaire du cabinet, il y a une maison du président de la République. La chose perdure. C'est vous le doctorant? Ouais, un petit peu, ouais. Donc là, vous venez de soutenir votre thèse sur le ministère du Faste. Ouais, exactement. Le ministère du Faste, 1848-1870. Ça a duré très longtemps. Tout à l'heure, Marco... Ah ouais, quand même, on a commencé à 14h, il est 18h, ils sont partis délibérer. Et pourquoi ça vous intéressait, vous, Xavier Mauduit, cette époque-là de l'histoire? Ce sont les prémices du bling-bling. Ah, c'est ça. On croit que ça a commencé là en 2007, mais ça a commencé en quelle année donc? Là, je ne donne pas de date. J'ai envie de dire que ça a commencé depuis toujours. Mais le Second Empire est intéressant parce qu'en plus, il met en place les codes qui sont ensuite repris sous la République. C'est hyper simple. Aujourd'hui, quand vous voyez, je sais pas moi, je prends un exemple au pif, Nicolas Sarkozy. À côté de lui, il y a des mecs quand même qui ont des casques avec des plumes et des épées. Ça choque personne. Ça fait classe, ça, c'est le faste. Oui, c'est lié au pouvoir, tout ça. C'est lié au pouvoir. Et pourtant, c'est complètement incohérent. Ça devrait pas être comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de mecs qui ont des épées et des casques avec des plumes. Et pourtant, c'est rentré dans les esprits, ça participe du pouvoir. Et imaginons la même chose, un président de la République sans rien. Il aurait l'air moins classe que s'il est entouré avec des mecs avec des épées, des casques avec des plumes. Donc vous n'avez pas soutenu la thèse comme quoi il faut supprimer tout ça et que c'est de l'arrière-garde? Non, moi j'étudie le Second Empire avec une réflexion sur ce que ça a pu donner un peu aujourd'hui. Jacques-Olivier Boudon. Paris-Sorbonne. Vous êtes chez vous ici, quoi? Pas loin, oui. Ici on est sur Paris 1, mais
Ah oui, mon d'accord. bureau à 20 mètres, oui. Vous avez lu sa thèse là, qui fait 5 kilos et 1800 pages. Oui, bien sûr. Ça suppose des heures et des heures de lecture. Alors bon, il faut avouer que le volume des notices biographiques, 900 pages, on le parcourt parce que les notices biographiques, ce sont des éléments importants, mais on juge surtout sur les idées, et ça, c'est le premier volume, 900 pages quand même, ou plus de 900 pages. Oui, ça, tous les membres du jury, et on l'a vu à la soutenance, l'ont lu attentivement, ont décortiqué les erreurs, les imprécisions, parce qu'il y a toujours sur 900 pages des coquilles. Qu'est-ce qu'il y avait comme erreur alors? Moi, j'ai signalé par exemple que le candidat avait promu Junot, le général Junot, un des compagnons de Napoléon. Il en avait fait un maréchal d'Empire. Il se trouve que Junot, pour diverses raisons, n'a jamais été maréchal à son grand désarroi, mais il est resté général. Donc, j'ai signalé cette petite imprécision qui n'était pas fondamentale, mais qui montrait que j'avais bien lu la thèse. Bravo. Ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher au candidat, vous voulez dire? Ah oui, on va voir. Et vous êtes payé pour tout ce travail? Absolument pas. C'est un travail que nous faisons en plus de nos activités habituelles, et il n'y a aucune rémunération particulière, mais en général, nous sommes très peu à refuser. Ça fait partie du travail, c'est une forme de reconnaissance aussi d'être invité à un jury, ça prouve qu'on est expert en un domaine, mais il n'y a pas de rétribution particulière pour ce type de travail. Donc là, moi par exemple, je suis en vacances en cette semaine, donc j'ai pris à la fois sur les vacances et sur le week-end pour venir assister à cette soutenance, mais avec plaisir parce que bon, c'est enrichissant aussi. Je viens de lire votre thèse là et j'ai vu une petite erreur, il me semble. Non, c'est que Junot n'était pas du tout maréchal, il était général. Ouais. C'est bêtassou à dire, mais c'est presque agréable. Sans rire d'entendre, parce que c'était pas des fautes gigantesques, je crois quand même le dire, mais ce sont des fautes. Et c'est génial de se dire, quelque part, la thèse a été un moment ludique. Comme le jeu des 7 erreurs. Ouais. Ça peut coûter la mention, ça, attention. Vous êtes agrégé d'histoire? Ouais, un petit peu agrégé d'histoire, et puis là, je suis pas docteur en histoire. Xavier Mauduit sera-t-il docteur? Vous allez le savoir dans quelques instants. Eh bien voilà, Xavier Mauduit vient de soutenir sa thèse, le ministère du faste, la maison du prince président et la maison de l'empereur, 1848-1870. Madame le professeur Catherine Brice, vous avez dirigé les délibérations. Quel a été le verdict du jury? Il a été excellent. Docteur, avec les félicitations à l'unanimité. C'est le top du top. Le top du top. Oui. Donc Xavier Mauduit est docteur maintenant. Oui, il est docteur, mais il ne soignera personne, je l'espère. Il est docteur en histoire. Il soignera les esprits, peut-être. Peut-être, oui. Je vois que vous êtes pressé d'aller boire une coupe, je vous comprends, mais je vous remercie. Alors, ce qui est marrant quand même par rapport au protocole de la soutenance de thèse, c'est que mention très honorable. C'est pas mention très bien, c'est un côté, oui, c'est pas mal. Quoi. Ah non, non, mais c'est parce que c'est un peu du vocabulaire d'ancien type. On a gardé. C'est une formule traditionnelle. Parce que très honorable, c'est très bien, mais c'est une formule d'autrefois. Voilà. Oui, c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un, oui, ton travail est honorable, il est très honorable. Non, mais c'était un peu un vocabulaire de l'université, qui a un côté un peu vieillot, mais dans l'esprit des gens, très honorable, c'est vraiment très bien. Quel était l'intérêt de la thèse du jour? C'était quand même un travail extraordinaire pour arriver à reconstituer, faire une prosopographie de tout ce personnel qui gravitait autour de l'empereur. Et il y a 3400 notices, vraiment un personnel entièrement reconstitué, aussi bien d'ailleurs, et ça c'était un des grands apports de la thèse, les domestiques, donc tout le petit personnel, que les hauts dignitaires, que les employés de bureau. Donc c'est véritablement pour la connaissance du Second Empire un travail fondamental. Et vous avez employé un mot que je ne connaissais pas, prosopographie. Alors la prosopographie, effectivement, il faut vraiment demander à celui qui en a été un des maîtres, et qui en est un des maîtres en France, Christophe Charles, et qui a été le directeur de thèse de notre ami. Xavier Mauduit. Voilà. Merci. Oui, donc la prosopographie, ça consiste à reconstituer la biographie d'un groupe social pour connaître vraiment son itinéraire, ses origines. Donc ça permet vraiment de comprendre comment fonctionne un milieu social. Et là, c'est un milieu important puisque c'est l'entourage quand même du souverain. Est-ce que entre cette époque-là et aujourd'hui,
beaucoup de choses ont changé. Oui, bien entendu, mais en même temps, le Second Empire a la spécificité d'être un des premiers régimes qui a pris en compte la notion d'image, c'est-à-dire il faut que le souverain soit connu du peuple, soit visible du peuple, puisqu'on est dans un régime qui, pour la première fois, pratique le suffrage universel. Donc l'opinion publique, même si c'est un régime autoritaire, l'opinion publique pèse. Et donc il faut donner une image positive du souverain, il faut que ce souverain soit à l'écoute de la société, puisqu'il essaye de changer la société française, on est dans une période de transformation sociale, il s'intéresse à la question ouvrière, il s'intéresse aux problèmes agricoles, il s'intéresse aux problèmes de relations internationales. Donc l'image du souverain est très importante par l'importance que le pouvoir central a, mais aussi parce que ce pouvoir central veut agir sur la société. Et donc pour agir sur la société, il faut la connaître. Donc le monde que Xavier Mauduit a reconstitué, c'est un des chaînons centraux pour la compréhension de cette relation entre l'État, le souverain et la population. Alors, vous êtes le directeur de la thèse de Xavier Mauduit. Alors, je vous remercie Christophe Charles. Je rappelle que vous avez sorti récemment un ouvrage qui s'intitule Discordance des temps, édité chez Armand Collin.